Parti, il est 11h03. On vous remercie d'être tous présents. On attend encore du monde, mais ils vont se connecter petit à petit. Donc, je me présente, Christian Cabrita, je suis responsable de l'offre entrepôt de données chez Sensio. Aujourd'hui, on est là avec Pierre Sistermans d'Heineken France pour vous présenter un REC sur un projet de migration de BW vers BW4HANA. Et on remercie fortement Pierre d'être là et je vais le laisser se présenter. Bonjour, Pierre Sistermans. Donc, je suis Data Business Analyst chez Heineken France et je travaille au sein du Data Lab. Je vais vous présenter un petit peu l'organisation de l'entreprise tout à l'heure. Ok. Merci Pierre. Un petit disclaimer avant de commencer, c'est que voilà, on est très content de partager ce moment-là avec vous. On n'a pas trop l'occasion de se croiser en ce moment. Il n'y a pas eu du SF. Voilà, on se voit beaucoup moins. On va présenter 2 ans de travaux qui ont été réalisés chez Heineken. On espère que ça pourra vous inspirer. C'est quelque chose, ce qu'on va présenter, c'est adapté, c'était valable pour Heineken. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. On espère que vous arriverez à piocher des infos. Et voilà, on va essayer de résumer 2 ans de travail en 1 heure de webinar. Alors, au sommaire, ce qui nous attend aujourd'hui, c'est 50 minutes de présentation et 10 minutes de questions-réponses. Dans un premier temps, Pierre va vous présenter qui est Heineken France. En fait, c'est composé de 2 entreprises, Heineken Entreprise et France Boisson. Les enjeux de la migration BW4HANA. Et ensuite, j'enchaînerai sur l'exécution du projet, pourquoi le Greenfield a été retenu, donc la méthode, ce qu'on appelait le cycle de décommissionnement, c'est la réimplémentation des data models sur la nouvelle plateforme et nos retours d'expérience. Ensuite, Pierre vous fera une visu sur les prochaines étapes qui attendent Heineken France. Et bien sûr, à la fin, on répondra à vos questions. N'hésitez pas, au cours de toute la présentation, à poser vos questions sur le chat et on y répondra à la fin. Je vous remercie. Je te donne la main, Pierre. Merci Christian. Donc, je vais commencer par une présentation de Heineken France et de l'organisation chez Heineken. Donc, Heineken est une marque mondiale qui est présente dans 190 pays. Donc, il y a plus de 300 marques en France, bien sûr Heineken, mais aussi Desperado, Affligem, Belfort. Donc, Heineken est présent avec des bureaux dans 70 pays, dont la France. La France est un des pays assez importants, avec plus de 4000 collaborateurs, 3 brasseries et plus de 70 sites de distribution. Donc, Heineken est décomposé en France sur 2 entreprises, la partie brasseur et la partie distributeur qui s'appelle France Boisson. Next. Alors, le voyage analytique de Heineken France, les 2 entreprises, le brasseur et le distributeur, travaillent depuis les années 2000 sur SAP. Et fort logiquement, la partie reporting était basée sur BW avec des reporting BEX, donc basés sur des add-in Excel. Et depuis 2015, on cherche à moderniser ce reporting et plusieurs initiatives ont été mises en place, des tests d'époque. Et finalement, à partir de 2019, a été adoptée une plateforme poussée par le groupe Heineken Monde sur BW et Forana. Et donc, ça fait bientôt 2 ans qu'on a lancé le projet. On est en train de terminer cette migration sur laquelle on va vous parler. On a fait aussi quelques tests de data science, mais pour l'instant que d'époque, donc des sujets pas encore industrialisés. Next. Donc, l'organisation de la DNT, Digital and Technology, en France et du Data Lab. Donc, le Data Lab est une petite entité qui a été créée il y a 2 ans pour travailler sur la partie data et aider les métiers à vraiment bien utiliser leur data, capturer de la valeur et renforcer la culture data-driven dans les métiers. Donc, on est une équipe avec Nicolas, le data manager, moi-même en tant que business analyst, où je fais vraiment le lien entre l'équipe développeur de Sensio et les différents métiers de l'entreprise.
Donc, les métiers sont représentés par les product owners et les key users de chaque direction, hein, donc supply chain, achat, contrôle de gestion et vente. On travaille en agile, donc on a un Scrum Master qui nous aide à animer l'équipe en mode agile. Et bien sûr, on travaille aussi avec Heineken Global, qui nous fournit la plateforme technique. Next. Donc, quels étaient les enjeux pour Heineken de faire cette migration? Donc ici, je vous présente l'ancienne infrastructure BW, alors qui était basée sur les deux systèmes de chaque entreprise, deux systèmes SAP ECC, avec des échanges soit par fichier plat, soit par API SAP vers BW, et derrière par-dessus, une utilisation de SAP Analyzer. Donc, on voit en haut là sur la copie d'écran que ça fait depuis les années 2000 que ça a été implanté avec la première version BW 2.0. Donc, bien sûr, on a fait évoluer progressivement le BW. Les données qui sont surtout des données principalement de vente et de supply chain, un petit peu de comptabilité, que ce soit pour France Boisson ou pour Heineken. Voilà, donc ça c'est l'infrastructure en gros. Il y avait quelques applications connexes aussi connectées sur BW, notamment pour la partie reporting commercial des forces de vente. Next. Donc quelques KPI pour illustrer quelle était l'utilisation et la structure de notre ancien BW. Donc presque 1 million de requêtes par an, donc quand même une forte utilisation pour presque 1 millier d'utilisateurs. C'est que des utilisateurs internes. Hein. Donc 610 requêtes, donc un nombre aussi important de requêtes, et encore plus de workbooks, puisque chaque utilisateur a enregistré ses requêtes favorites, donc plus de 60 000 workbooks. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une grande variété des requêtes et des workbooks. Et d'un point de vue plus technique, donc 80 cubes, une trentaine de multicubes et d'agrégats, une soixantaine de DSO. Donc, on est sur un modèle assez classique avec une complexité moyenne. Mais vraiment, la complexité, c'était plutôt les dérives du temps et du coup, la multiplication des requêtes et des usages par les utilisateurs. Next. On a fait, avant le décommissionnement, on a fait une analyse. Hein, donc, on a fait du BI par-dessus le BI pour bien comprendre les usages. Et on s'est rendu compte que plus de 90% des usages étaient sur un seul cube de données, la partie vente France Boisson. Et très vite, ça décroît. La partie vente Heineken était aussi assez représentée. Et puis, les autres cubes étaient très minoritaires. Et donc, ça nous a permis de prioriser les développements en se disant, on va faire d'abord les gros morceaux. Et puis après, voir aussi s'il y a certaines choses où les usages très faibles, on peut les éliminer ou les remplacer par autre chose. Next. Alors, c'était quoi les limites de l'ancien BW? Déjà, on arrivait sur des versions anciennes qui n'étaient plus supportées, donc de toute façon, il aurait fallu faire des migrations pour assurer la continuité de service. Également des performances médiocres et donc à la fois un temps long de mise à jour pour les utilisateurs, mais aussi un niveau de détail pas assez important par rapport aux besoins de métier. On était sur des structures qui étaient à la limite de leur capacité, et donc on ne pouvait plus faire évoluer pour intégrer des nouveaux besoins de métier. Beaucoup d'échanges de fichiers plats avec bien sûr des limites de taille et puis la difficulté à faire évoluer. L'autre problème, c'était la partie reporting, puisqu'on utilisait uniquement Bex, qui est un add-in Excel. Donc, c'est bien pour faire de l'analyse rapide, mais pour faire des tableaux de bord intégrés, c'est pas pratique. Et du coup, la conséquence, c'est que chacun faisait un petit peu son reporting à sa sauce en modifiant dans Excel.
et du coup avec des risques d'écart entre les personnes. Et l'autre problème, c'est que les outils tierces dont j'ai parlé tout à l'heure, eux étaient alimentés pas forcément quotidiennement, donc on pouvait avoir des écarts à la fois de périmètre temporel et aussi de périmètre de données entre les différents outils, et avec du coup des écarts dans les KPI. Next. Donc le risque de ne pas faire, donc de continuer sur l'outil actuel, c'est déjà de sortir complètement de la roadmap des éditeurs. Et puis par rapport aux piliers de Heineken, donc ça c'est les piliers d'Heineken Monde, on voit qu'il y a pas mal de piliers sur lesquels l'analytics permet de s'améliorer, notamment sur augmenter les ventes ou monitorer la performance end-to-end de notre supply chain, ou également la partie être mieux connecté avec nos partenaires, que ce soit les fournisseurs ou nos clients. Donc c'est pour ça que d'avoir un BI moderne est devenu important pour justement atteindre ces objectifs. Next. Je vais laisser la parole maintenant à Christian, qui va vous détailler un peu plus la méthode qui a été choisie pour cette migration. Merci Pierre. On espère que le contexte est bien posé et que sur ce qui existait avant qu'on migre en Greenfield, vous avez bien compris les enjeux de cette migration. Maintenant, on va vous expliquer comment on en est arrivé à ce choix de Greenfield. Donc, avant de passer au choix du Greenfield, ce qu'il faut comprendre, c'est le contexte éditeur SAP, la roadmap et les dates de maintenance. Donc, on parle chez Heineken précisément d'un BW 731. Donc là, on voit sur la première ligne Product and Solutions SAP NetWeaver BW, tout ce qui était inférieur à 7.5, ça n'est plus maintenu depuis le 31/12/2020. Information importante, Next Release pour ces systèmes, c'est la 7.5 qui elle est basée aussi sur NetWeaver et qui suit la maintenance de NetWeaver et qui arrive en fin de maintenance en 2027, en Extended en 2030. Et ici, on voit qu'en Next Release, c'est non. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y aura plus de version de BW. Et donc, il y a un nouveau produit qui s'appelle BW4HANA, qui existe depuis 2016 en General Availability, packagé en 1.0 dans un premier temps. Cette version arrive en fin de maintenance en 2021, fin 2021. Version suivante 2.0, elle maintenue jusqu'en 2024, et c'est la version dans laquelle seront livrées les innovations BW4HANA. Autre information importante, c'est que BW4HANA sera maintenu jusqu'en 2040, donc ça offre un horizon de maintenance d'environ une vingtaine d'années à partir de maintenant, en parallèle de tous les travaux engagés par SAP sur d'autres produits plus orientés cloud comme SAP Data Warehouse Cloud. Alors, quelles sont les options disponibles pour moderniser votre système BW? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant BW4HANA, on parlait de système BW basé sur NetWeaver et agnostique en termes de database, c'est-à-dire que à partir de la version 7.3, SAP a poussé des innovations liées à SAP HANA, qui est leur base in-memory mémoire, mais que le code de l'application était le même. C'est juste qu'il y avait des if branchés un peu partout pour dire là, je redirige vers Oracle, là vers SQL Server, là vers HANA. Et comme ils avaient la main sur HANA, ils ont réussi à optimiser le système pour pousser des traitements côté base puisqu'ils avaient la main. Maintenant, comment passer de ces systèmes à un BW4HANA ou un BW 7.5? C'est une option qui peut être envisagée par vous aussi si vous voulez étendre votre maintenance jusqu'à 2027. Je vais vous expliquer. Donc, le premier, en termes de terminologie SAP, on va parler de migration HANA, c'est ce qui est recommandé. Si on vous recommande de passer en 7.5, c'est aussi de faire le jump vers HANA. Donc, on va parler d'un projet de migration HANA. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle version de BW. Ce sera plus ou moins complexe en fonction de votre version. Ce sera une migration sur place, donc ça sera compliqué de faire dans la plupart des cas, de faire du dual run, et vous n'aurez pas forcément à convertir vos objets. Donc, ça peut être un projet de migration technique. L'autre possibilité, c'est de dire, OK, on fait le big jump et on passe sur BW4HANA. Par contre, on a un BW sur lequel on ne veut pas tout abandonner.
on veut convertir notre système, donc on va procéder à une conversion in place, où on va devoir convertir tous les objets pour à un moment avoir un feu vert sur la plateforme et dire, OK, là, je convertis sur BW4HANA parce que tout est compliant. Vous ne pourrez pas faire de dual run, mais vous pourrez aller à votre propre rythme. Et bien sûr, vous allez récupérer toutes vos données parce que c'est une conversion in place. L'autre, c'est de dire, on va faire une approche un peu différente. On va initialiser un système BW4 et on va exporter nos objets pour qu'ils soient convertis à la volée sur la plateforme. Donc, c'est les flèches rouges. Vous pouvez le faire à partir de n'importe quelle version. Et là, il y aura deux options, soit en remote ou en shell. On n'a pas trop le temps de tout détailler, mais il y a une option qui reprend les données, l'autre qui ne reprend pas. Et vos objets sont convertis à la volée sur le système cible. Là, vous pourrez faire du dual run. Et pareil, il faudra convertir les objets. Donc, ça sera fait à la volée, il faudra adapter. Mais vous pourrez aller à votre propre rythme. Et l'autre, c'est le greenfield. C'est une option qui est à considérer et qu'on oublie certaines fois de considérer parce qu'on oublie certains paramètres. Mais c'est l'option feuille blanche qui permet de repartir from scratch sur quelque chose de tout nouveau. Donc, c'est valable aussi à partir de toutes les versions. Vous pouvez faire du dual run, implémenter le nouveau BW4HANA à votre propre rythme. Et on ne parle pas de conversion, on parle de réimplémentation. C'est aussi quelque chose qui peut faire sens lorsque vous voulez consolider plusieurs BW. Il y a un document SAP qui explique bien toutes les contraintes techniques et comment faire. C'est le Conversion Guide. C'est un document d'une 150aine de pages qui est mis à jour régulièrement par SAP. Maintenant, les critères de choix, il y en a beaucoup, on ne les a pas forcément tous mis, mais ceux qu'on a considérés pour Heineken. Premier point, c'est la complexité. Tout à l'heure, on parlait d'une complexité standard pour Heineken. Voilà, c'est un paramètre qui va rentrer en compte dans votre choix. La charge aussi. Pour ça, il faut arriver à benchmarker la charge liée à chaque option que je viens de détailler. Le niveau de réutilisabilité. Est-ce qu'on est capable sur le système cible de réutiliser tous les objets de l'ancien système ou est-ce que c'est ce qu'on veut? Il y a le critère de la version source aussi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Le périmètre, est-ce qu'on veut le même périmètre cible que le périmètre source? La méthode de switch, est-ce qu'on veut faire du Big Bang ou aller à notre propre rythme? Et est-ce qu'on veut aussi cumuler avec ce projet de migration ou de conversion des améliorations fonctionnelles pour unlocker des nouvelles fonctionnalités, aller plus loin dans les analyses? Pour France Boisson et Heineken, on parle d'un système source en 7.31 non ANA. C'était sur Oracle. En termes de complexité, c'était assez standard, moyenne. Mais en fait, la complexité était surtout dans les systèmes sources, notamment pour France Boisson, où tout était interfacé par Flatfile. Et on avait un nombre d'objets importants, surtout au niveau reporting, et ça, c'était lié aux dérives du temps et au mauvais usage des utilisateurs. Donc voilà, complexité moyenne et surtout sur le nombre d'objets de reporting. Les améliorations, elles étaient nécessaires parce qu'on avait des métiers demandeurs d'évolution après plusieurs années sans évolution sur l'ancienne plateforme. Le périmètre cible voulait que ça soit différent du périmètre source, c'est-à-dire qu'on ne devait pas forcément tout reprendre. Et en termes de niveau de réutilisabilité, il était faible parce qu'il y avait des data models un peu bloqués niveau modeling, des requêtes à jeter ou inutiles. Donc voilà, très peu de réutilisabilité. Et en termes de méthode de switch, Heineken souhaitait du dual run, c'est-à-dire aller à son propre rythme et ne pas être bloqué par un projet Big Bang qui mette la pression sur le métier et sur l'IT. La charge, elle a été évaluée dans un second temps, c'est-à-dire qu'on a procédé par POC dans un premier temps. On vous expliquera tout ça. Il y a un outil SAP qui peut vous permettre de vous aider dans ce choix. C'est livré en tant que service, ça s'appelle le SAP Readiness Check. Il faut procéder à un export de vos données de votre système BW, l'importer sur la marketplace et vous aurez un rapport généré par SAP qui vous fera des recommandations sur la compliance de votre système et des recommandations aussi sur les méthodes à employer pour convertir. Donc la méthode retenue par rapport à tout ce que je vous ai dit, ça a été le greenfield. Voilà, pour faire du dual run, pour partir sur une feuille blanche, implémenter des améliorations et voilà, pouvoir s'affranchir de toutes les limites de l'existant qui étaient assez élevées. Notamment sur le flux
que Pierre avait évoqué, qui en fait expliquait 92% des requêtes lancées sur le système, donc une forte utilisation, et c'était le flux vente France Boisson, qui était utilisé donc par les forces de vente, par le contrôle de gestion, et donc ça représentait environ 650 utilisateurs. On parle d'un data model dans BW relativement simple, en fait, quand on le regarde, on parle de dimension article, client, time, voilà, plus tous les attributs liés aux clients, aux articles. Donc, on parle de 17 dimensions, environ 47 attributs de ces dimensions et une cinquantaine, voilà, 49 KPI. Et là, on va parler de marge nette, de CA, de volume, voilà, tous les indicateurs qui permettent de suivre la performance de France Boisson. Des KPI vente, hein, pas trop logistique. Et en fait, cette solution a été basée sur 18 extractions de fichiers, aussi bien pour les données transactionnelles que pour les données de master data. En termes de requêtes, 107, et les dérives liées à la création de workbooks, c'est-à-dire que tout le monde crée des workbooks dans son coin avec plusieurs requêtes, ce qui explique environ 900 000 requêtes lancées par an, parce qu'il y avait des workbooks qui en contenaient une quarantaine. On était face à des choses très complexes, plus des données externes des fois. Donc voilà, une dérive sur le reporting. Et le problème de ce flux, c'est qu'on était sur des technologies une complexité dans le système source, c'est une technologie très vieille, quasi obsolète, qui s'appelle l'infrastructure, c'est-à-dire que c'était une structure de données standard qui peut être customisée. C'est un peu comme un cube COPA qu'on va paramétrer. Et c'était alimenté au moment du posting des factures. Donc, beaucoup de règles spécifiques pour calculer les KPI, donc dans l'ERP, dans l'infrastructure, et ensuite une série de programmes ABAP qui permettaient d'envoyer en delta la donnée vers BW. En fait, ce qui se passait, c'est qu'on arrivait au taquet de l'infrastructure, donc plus de possibilité d'ajouter des KPI, plus de possibilité d'ajouter des axes, et surtout des grosses contraintes lorsqu'on changeait des règles pour remouliner tout l'existant dans l'ERP et refaire des inits via fichier plat. Donc, on était totalement bloqué niveau technique et le métier également, car on n'arrivait pas à leur délivrer les nouveaux besoins qu'ils voulaient. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'une forte interaction avec le groupe Heineken. C'est-à-dire que c'est le groupe qui a lancé un programme de modernisation de la BI dans le monde et qui, par rapport à ça, a benchmarké plusieurs options avec des équipes d'architectes très solides et beaucoup de monde. Et donc, ce qui a été proposé aux OPCO, donc aux pays où il y a des bureaux Heineken, c'est de rentrer dans un programme d'infrastructure data qui permet de moderniser l'architecture. Donc, je vais expliquer ce qui a été proposé et ce dont on a hérité. C'est qu'il y avait deux ECC qui ont été répliqués en temps réel via SLT dans ce qu'on appelle le HANA Global Hub. Pour certains pays, ça s'arrêtait là, c'est-à-dire que toutes les données étaient répliquées ici. Ensuite, ils faisaient du reporting sur le hub, donc reporting quasi temps réel, parce qu'on est sur des applications quasi temps réel. Et pour des OPCO, pour des pays qui avaient une complexité plus forte, en plus, un data warehouse a été proposé, et ce qui a été le cas pour la France. Donc, l'architecture permet d'avoir une base couplée à l'application et en plus d'aller piocher dans ce hub, dans une architecture multi-tenant HANA. Pour la couche de reporting, c'est SAP BO qui a été poussé à l'époque, parce qu'on parle de début 2019, et tout ça hébergé dans AWS. Donc, du 100% Greenfield. Donc, on a des accélérateurs qui ont été fournis par GIS, donc Global Internal Solutions, des plateformes provisionnées et réceptionnées rapidement, des configs SLT transparentes. Quand on est arrivé, on avait 2 fois 400 tables déjà répliquées par des équipes monde, et des templates de modeling et best practice poussés à tous les pays. Ce qui nous restait à faire, c'était assimiler les process de travail avec les partenaires du groupe, remonter et stabiliser les systèmes, donc remonter les instabilités, et construire tous les data models sur cette plateforme. Et très important, parce qu'on ne parle pas que d'un projet technique, c'est conduire le changement auprès des métiers pour les accompagner dans ce gros projet. Maintenant, on va parler du cycle de décommissionnement. En fait, c'est voilà, on part sur un greenfield, comment on exécute le projet et comment on fait en sorte de tout reconstruire sur ce système. On parle d'une société qui brasse et produit de la bière. Et dans ce cadre, à l'IT, on a fait pareil, sauf qu'on l'a fait avec un projet informatique. Donc, on s'est préparé
on a cadré, on a défini un modèle de gouvernance, on a réceptionné et stabilisé des systèmes, on a préparé l'outillage pour le projet. Ensuite, par data model, on a proposé, voilà, on a développé des premières versions, on a implémenté des évolutions. Tout ça, il y a possibilité de l'organiser en delivery agile parce qu'on est sur des itérations. Et ensuite, on est passé par des phases pilotes et des phases de déploiement certaines fois à grande échelle. Par exemple, pour le flux dont je vous ai parlé, on parlait de 650 utilisateurs. Donc, on va détailler un peu tout ça. Premièrement, le cadrage. Donc, le cadrage, ça consistait à faire l'état des lieux sur l'ancien BW et faire des précaux pour la cible. Donc là, pour chaque flux, on a identifié une architecture cible et des SWOT, donc des points forts, des points faibles de l'existant, et voilà, des solutions d'architecture technique qui permettaient de répondre à ce qu'on avait analysé sur l'ancien, et on a macro-chiffré chaque flux. De là, après macro-chiffrage de chaque flux à réimplémenter, on arrive à 512 jours. Mais ça, voilà, je tiens à le préciser, ce cadrage, on l'a fait après le premier POC sur les ventes France Boisson, c'est-à-dire qu'il faut rajouter environ une centaine de jours de dev pour le POC sur France Boisson, sur les ventes France Boisson. Donc 600 jours de dev macro-chiffré. Charge que technique. Hein. En termes de planning, l'ordonnancement a été fait par Heineken en fonction des priorités et des enjeux métiers. Donc, on a cadencé tout ça dans le temps sans se mettre non plus une pression pour dire faut tout, voilà, faut arracher la gomme à tous les niveaux et faire 15 data models en même temps avec une armée de 15 développeurs, des UX designers. Non, on a enchaîné tout ça selon les priorités métiers et on a étalé ça sur environ 1 an et demi. Et sur la méthodo, on a fait des précaux aussi dans ce cadrage, c'est-à-dire faire du reverse engineering dans un premier temps, aller voir le métier, leur dire voilà, on vous propose de faire comme avant, mais en mieux, en leur proposant déjà une valeur ajoutée. Les écouter aussi sur les gaps, ce qu'ils voulaient en plus. Et ensuite, à partir de tout ça, donc alimenter une backlog correspondant à l'existant version améliorée, plus les gaps qu'ils nous avaient communiqués. Et ensuite, essayer de procéder par itération pour implémenter tout ça. Le modèle de gouvernance relativement simple, c'est-à-dire qu'on s'est dit chaque data model aura un product owner métier qui sera responsable des évolutions, de la communication des évolutions à l'IT, et il y a une organisation user, key user, en fonction des métiers ou de la géographie et de la proximité des utilisateurs avec leur key user. Et en fait, la remontée des besoins se fait par les key users vers les data product owners qui, eux, communiquent avec l'IT. On a reçu par le groupe une architecture 3 tiers, Dev, Cal, Prod. Donc, il a fallu stabiliser et ça faisait partie de la préparation. Des activités très standards, je vais passer rapidement dessus, mais voilà, paramétrer les transports, implémenter des notes OSS pour stabiliser et renforcer les push-down vers ANA, créer des systèmes sources. Voilà, on avait 2 systèmes ECC plugués sur un BW. On a aussi fait des splits techniques pour pas qu'on se marche dessus entre Heineken et France Boisson en termes de dev. Configurer les mails pour le monitoring, des choses comme ça, très standard. Configurer les connexions SDA, configurer les rôles dev, non dev sur ANA pour éviter de développer en prod, par exemple. Sur ANA, c'est pas toujours quelque chose qui est fait chez les clients. On a sécurisé ce point-là. Business Objects, configuration du SSO, très, très importante pour le métier. Configurer l'import des rôles, les mails là aussi. Et en cross, comme on recevait des systèmes par le groupe et les partenaires du groupe, fallait contrôler le sizing, se préparer, voilà, mettre en place des règles de nommage et prototyper sur des couches relativement neuves. Il n'y avait jamais eu de business objects chez Heineken. On a prototypé aussi chez Heineken France, en tout cas, pour valider que la plateforme marchait bien et montrer un peu ce que c'était au métier. En termes d'outillage, pour l'incident management, on parle de ServiceNow, c'est l'outil qui est utilisé. Ensuite, on a utilisé le couple Atlassian, Confluence plus Jira Software pour la capitalisation, la documentation et le fonctionnement agile. Et pour renforcer le lien avec les métiers, puisqu'on a eu aussi un Covid qui est passé par là, on a utilisé Teams et des groupes par data model pour avoir une relation de proximité avec eux et avancer comme ça. Maintenant, sur le développement, la première phase, c'était la reprise de l'existant de façon améliorée, ce qu'on a appelé les MVP, c'est-à-dire les minimum viable products.
pour livrer des premières versions contenant déjà des améliorations. Donc en fait, on avait une nouvelle architecture et un existant, et l'idée c'était de se dire, bah, faut faire mieux que ça d'un point de vue technique et fonctionnel, et surtout débloquer voilà, ne plus avoir à dealer avec les problèmes du passé. En termes de volumétrie, on parle d'une table côté ECC et d'un cube sur l'ancien BW qui contenait 20 ans de données, 127 millions de lignes. On était super agrégé. Et en fait, derrière, c'était lié aux tables de la FACTU, donc VBRK, VBRP, KONV pour les conditions, en tête, post, conditions. Et là, j'ai juste mis les volumétries pour 4 ans. Et vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose de plus important, donc 8 140 675 pour, en fait, avec ces tables, on peut reconstituer le résultat de ça. Maintenant, par rapport à l'architecture qu'on avait, on avait plusieurs possibilités. La première, c'était de dire, bon, bah, on a un data warehouse, ok, mais les données sont répliquées, on va faire du full temps réel. Et là, on avait deux options, soit se baser sur la table S502 ou soit se baser sur ces tables-là. On a abandonné l'idée de faire du full temps réel sur S502 parce qu'on allait retomber face aux mêmes problématiques d'évolutivité. Et c'était compliqué par rapport aux transformations qu'on devait faire sur ces tables de tout faire en virtuel et de ne pas passer par l'application pour faire des transformations. Donc, on a dit ça, pas possible parce que ce petit tuyau SDA qui communiquait avec notre tenant n'aurait pas supporté cette cible. Maintenant, l'autre idée, c'était de dire, OK, on a un data warehouse, on l'utilise. On utilise aussi la couche réplication parce qu'on est sur des gros volumes, des ECC non ANA. Et là, on a la possibilité d'extraire les données, de les remonter dans BW Farana et de faire des transfos. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a considéré. Ça a commencé à être viable pour nous. L'autre, c'était de dire, bon, bah, super, il y a de la réplication, mais on a aussi des data sources standards. On pourrait passer par là, mais ça, on a abandonné parce qu'on était sur des trop grosses volumétries et les inits des deux LIS étaient trop longs. Et au final, on a fait quelque chose d'assez hybride, c'est-à-dire que pour les données Transact, on est passé, et même beaucoup pour des master data, on est passé par là, on a construit des vues d'extraction. On pouvait le faire en delta en plus, parce qu'on traquait aussi les suppressions de ce côté-là. Donc, c'est ce qu'on a construit, en fait. C'est l'option qui a été retenue. Et sporadiquement, on utilise, car on a aussi la possibilité d'aller taper sur des petites data sources standards pour les master data. Donc, c'est une architecture qui, flux par flux, nous permet d'avoir plusieurs options, mais il faut garder une cohérence. Nous, on est parti plutôt là-dessus. Et ce n'est pas exclu qu'à l'avenir, on puisse faire des besoins full temps réel aussi là-dessus, mais ce n'est pas encore des cas qu'on a trop actuellement. Maintenant, donc sur le MVP, ce qu'on a essayé de faire, c'était déjà d'apporter de l'amélioration, et ça, vous allez le voir. C'est-à-dire qu'avant, on avait 17 dimensions, après, on est passé à 29 dimensions. On a proposé un data model basé sur les tables de base VBRK, VBRP, KONV. Donc, on est passé sur un niveau de document, une maille de document qui permet aussi de réconcilier avec la source, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. De 18 extractions de fichiers, on est passé à 0, donc on a simplifié l'architecture et la maintenance. De 107 requêtes, on est passé à 3. De 6000 workbooks, on est passé à 3. Et c'est là aussi toute la réflexion du greenfield qu'il faut avoir. Et c'est une réflexion qu'on loupe certaines fois, c'est de se dire, ah, mais j'ai 6000 requêtes sur mon flux, comment je vais faire pour les reprendre, comment on va faire pour les tester? Non, il faut changer le fusil d'épaule et se dire, s'il y en avait 107 et s'il y avait 6000 workbooks, c'est peut-être qu'il y avait un problème. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec 3 requêtes, on arrivait à reconstruire le flux. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ce que je présente, hein, c'est qu'il n'y a pas que 3 tables, on est sur un flux qui contient une 48aine de tables entre les master data, les données Transact, les données de paramétrage d'alimentation de l'infrastructure. On a réimplémenté toute la complexité dans le data warehouse, et ce qui nous permet aujourd'hui de changer facilement les KPI, de changer aussi, d'ajouter des axes et de livrer continuellement et de façon plus souple de l'évolution au métier. Maintenant, la phase d'implémentation des gaps, elle est venue à partir du moment où le métier a compris les nouvelles possibilités apportées par la plateforme. Et j'ai mis un petit rébus, c'est pas compréhensible, mais je vais vous le détailler. C'est qu'à partir du moment où on avait peu d'écart sur le nouveau BW Farana, on a eu la confiance des utilisateurs qui ont commencé à comprendre, à percevoir les avantages de cette migration, chose qui n'était pas forcément réalisée avant. Et du coup, ils se sont dit, bon, bah, ça nous ouvre un nouvel horizon de possibilités. À partir de ce nouvel horizon de possibilités, eh ben, on a reçu beaucoup de changements métiers, notamment des refontes de KPI de pilotage.
Et on a réussi à les livrer assez rapidement, ce qui faisait que voilà, on était plutôt précis dans la livraison de ces nouveaux indicateurs de pilotage. Ça a généré des écarts avec les anciens systèmes de pilotage entre BW4HANA et par exemple, il y avait un outil web de pilotage de la performance commerciale. Il y avait des écarts parce que les KPI n'étaient plus constitués de la même façon. Le contrôle de gestion a tamponné les KPI BW4HANA et a dit on veut piloter l'entreprise avec ces KPI. Et de là, c'est amorcé une réflexion, une révision sur en fait plein d'outils qui étaient au sein de l'entreprise. Et je vais détailler dans une slide qui va venir après la révision. Pilote, vous connaissez, il n'y a pas trop besoin de passer de temps dessus. L'idée, c'est de stabiliser le data model en production, tout d'abord avec les key users, et d'implémenter les premiers correctifs sur ce qu'on aurait loupé dans les premières phases de test. Le déploiement, très important, bien conduire le changement, donc identifier le relais avec les directions métiers, s'appuyer sur Teams pour la communication, prévoir des méthodes de création automatique de comptes. Lorsqu'on parle de centaines de comptes utilisateurs, on a développé des outils pour faire ça. Organiser le déploiement des outils et la communication sur les nouveautés. Voilà, très important pour garder le lien avec le métier. Faire comprendre la nécessité et les enjeux du changement d'outils. Donc, pas mal de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Et laisser un temps pour la création des nouveaux workbooks. Voilà, on parlait de 3 workbooks qu'on a développés en centrale. On a laissé aussi le métier développer les siens. Le passage en run, prévoir des backups avec les développeurs, parce qu'on était sur des développements mono-développeurs la plupart du temps. Quand on passe en run, voilà, il faut avoir un backup. Organiser le run en sprint agile ou en Kanban. Pour l'instant, on est en flux tiré en Kanban. On envisage de faire du run évolutif dans l'avenir en sprint agile. Et prévoir les liens vers les systèmes d'incidents, essayer de les embarquer au plus près des outils, c'est-à-dire que sur AFO ou sur Webi, on a des liens directement vers les systèmes d'incident management. Pour le débranchement, il faut rechecker qu'on n'a pas oublié d'interface sortante. Ça, normalement, c'est rapide, mais il faut quand même le faire. Communiquer en avance sur le débranchement. Monitorer l'utilisation de BW4HANA et de BW. Ce n'est pas parce que vous avez créé des comptes sur le nouveau BW4HANA et que vous avez communiqué que les utilisateurs vont jumper dessus. Donc, il faut monitorer leur utilisation sur les deux, relancer et à un moment, malheureusement, pour eux, bloquer les comptes sans trop de compromis. C'est-à-dire à partir du moment où on a communiqué, relancé, il faut bloquer. Parce que l'idée, on ne perd pas non plus de visu, c'est de stopper l'ancien BW. Maintenant, en termes de révision, on parlait d'une redistribution des enjeux, des écarts avec les anciens outils. Ce qui s'est passé à partir du moment où le contrôle de gestion France Boisson a tamponné les chiffres BW4HANA, c'est qu'ils se sont dit, en fait, ces nouveaux KPI, soit on les exporte ailleurs pour mettre à jour nos outils de pilotage de la performance commerciale, soit on se base sur ces nouveaux indicateurs directement sur la plateforme via des applications analytiques pour construire l'avenir. Et c'est ce qui a été retenu. Donc, il y a eu un projet qui s'appelle Formule 1 qui vise à améliorer le suivi de la performance commerciale. Donc, on parle de 650 utilisateurs. Liste de commerciaux, monitorer l'atteinte des objectifs, suivre les KPI principaux au niveau client, volume, CA, marge, cibler des clients sans commande. Donc voilà, avoir des recommandations d'action, catégoriser les clients par segment ou par typologie. Voilà, clients en perte de volume. Et pareil sur les produits. Et avec des notions de périmètre par hiérarchie commerciale assez complexes, des autorisations par hiérarchie commerciale. Ce qui a été retenu, c'est de faire une application sur Web Intelligence. C'était le seul outil qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, on ne ferait pas forcément ce choix, mais c'est ce qu'on avait et c'est ce qui a été retenu. Donc, c'est un outil qui est live, qui contient une vingtaine de rapports Webi pour plus de 650 utilisateurs. Ça a été organisé et délivré en mode agile by the book avec un Scrum Master Heineken. Et ça représente environ 600 jours hommes pour une utilisation quotidienne. Voilà, et la performance de l'entreprise, du commercial au directeur des ventes France Boisson est drivé aujourd'hui par cet outil qui permet d'améliorer aussi la communication entre le contrôle de gestion et les responsables des ventes, et tout le monde suit les mêmes KPI. Et on aura l'occasion de recommuniquer sur cet outil via d'autres canaux, on l'espère, parce que c'est un gros projet
et on espère que ça va accompagner France Boisson dans ses futurs enjeux métiers. Maintenant, un retour d'expérience avant de redonner la main à Pierre sur le projet. L'idée, c'est que vous ressortiez aussi avec une vision des critères de réussite de ce type de projet, des pièges à éviter. Donc, on a 2 slides pour expliquer ça. D'une, niveau méthodo, voilà, on ne peut pas tout mettre, mais ce qu'on jugeait important, c'était de définir une feuille de route, c'était notre cadrage, et d'essayer de s'y tenir au maximum, en sachant qu'il y a quand même toujours des aléas, mais en tout cas, la feuille de route, c'est important de l'avoir, de savoir dans quel ordre vous allez décommissionner, la charge que représente chaque data model, et de s'organiser en fonction de ça. Et bien sûr, nous, on a eu l'épidémie au milieu du projet, ça a aussi redistribué certaines cartes, mais il fallait toujours quand même essayer de se référer à la feuille de route. Ensuite, c'est définir un template d'architecture et de s'y tenir, c'est-à-dire qu'on a une plateforme qui nous permet d'implémenter, qui nous offre beaucoup de possibilités, mais ça nous offre aussi la possibilité de faire n'importe quoi. Et du coup, il faut quand même avoir une réflexion sur l'architecture des flux. C'est une réflexion qu'on a eue pendant pas mal de temps avant de développer dans le cadre du POC. Et voilà, donc, faut pas que vous ayez une solution qui ressemble à votre développeur, mais une solution qui ressemble à une idée d'architecture et s'y tenir. C'est-à-dire capitaliser sur les choix qui ont été faits pour pas avoir à se reposer des questions tout le temps. Maintenant, sur le volet technique, SAP BW for HANA, c'est une application. On a vu pas mal de contextes clients où on oublie souvent les possibilités offertes par cette application et on croit qu'en fait, il n'y a que le mot HANA dedans. Et du coup, on voit souvent beaucoup de développement HANA et beaucoup de complexité. Voilà, ça a permis aussi à des consultants SQL des fois de jumper sur des projets BW for HANA. Mais il ne faut pas oublier quand même que maintenant, c'est une boîte payante, contrairement à BW. Et il y a beaucoup de fonctionnalités dedans. Il faut maximiser l'utilisation des fonctionnalités BW4. Par ça, on va parler d'autorisation. Par exemple, nous, on utilise beaucoup des autorisations sur les hiérarchies, notamment sur la hiérarchie commerciale France Boisson. On a pu le paramétrer via BW pour automatiser tout ça. On a des fonctionnalités de push-down, d'exception d'agrégation pour tout ce qui est compteur de clients, compteur de produits par canaux. Et ça, on utilise un maximum BW for HANA et c'est ce qui nous permet également d'industrialiser les développements. J'ai passé un peu plus de temps que prévu là-dessus parce que c'est quand même un message important. Et ensuite, employer les bonnes stratégies de test. On s'est planté certaines fois. On a essayé de comparer la qualité avec la production ou alors des fois, on s'est rendu compte qu'on comparait à une base qui n'était pas forcément parfaite non plus. Donc, ça nous a permis aussi de déceler des erreurs dans les systèmes sources dans l'ancien BW. Il faut se poser la bonne question sur la stratégie de test, comment on veut recéter tout ça. En termes de changement, établir une gouvernance solide, un lien solide entre le métier et l'IT, un lien durable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, documenter au plus près de vos outils, c'est-à-dire que nous, dans les AFO, on embarque les règles de calcul des KPI, d'alimentation des axes, les liens vers les outils d'incident management, vers les procédures, vers les documentations. Les erreurs à éviter, c'est attention à la parallélisation. Voilà, sur du Greenfield, vous êtes sur un projet où vous pouvez aller à votre propre rythme et ne pas aller plus vite que la musique pour vos métiers et pour l'IT. Et aussi planifier les évolutions, c'est-à-dire que pendant les gap analysis, on a eu beaucoup de demandes d'évolution. Et en fait, comme vous avez macro-chiffré, il faut prévoir une charge d'évolution, mais vous devrez aussi postponer, sinon on peut rentrer dans un effet tunnel. Mais il faut quand même tout mettre dans une backlog. Niveau technique, faire attention, on est sur des outils plus modernes, plus performants. Il y a un ratio performance vs complexité à respecter, c'est-à-dire que si vous faites quelque chose de plus complexe qu'avant, c'est pas parce que vous avez des outils plus performants que vous arriverez à livrer quelque chose de recevable et de performant. Voilà, il faut bien arbitrer et surtout techniquement bien monitorer tout ça pour que ça reste performant. Attention au reporting tiers, ça on le voit souvent. Beaucoup de demandes sur Power BI, on l'a eu aussi chez Heineken. Et comme vous l'imaginez, quand on est sur des backends SAP et qu'on parle de reporting tiers, naturellement, c'est quelque chose qui va moins bien s'intégrer dans l'écosystème. Donc, c'est quelque chose qui reste possible. Et d'ailleurs, on a développé pas mal d'expertise là-dessus chez Sensio sur l'intégration Power BI et SAP.
Par contre, on ne vous le cache pas, on souffre plus que quand on intègre une solution SAP. Ne pas sous-estimer la complexité de récupération des données archivées. Ça, c'est un point particulier chez Heineken. Au-delà de 15 mois de facturation, c'était archivé parce qu'on était sur des gros volumes. Et comme on était sur des couches de réplication via SLT, on a dû développer des moulinettes de récupération de données archivées. En termes de changement, ne pas sous-estimer l'importance de la conduite du changement. On reste sur un projet métier où il faut accompagner les métiers, vos key users, vos PO et le reste. Et ne pas les abandonner une fois que vous avez développé et livré les data models. Et du coup, je vais laisser la main à Pierre pour finaliser pour expliquer les next steps et la conclusion de ce projet. Voilà, donc on va finaliser pour dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a réalisé et puis quelles sont les prochaines étapes. Donc l'état des lieux, donc entre avant et après, on a vu qu'on a migré presque tous les cubes. Il y a certains cubes où il y a finalement très peu d'usage, donc on les a abandonnés ou remplacés par des exports directement de SAP. En termes d'utilisateurs, on est à peu près à autant d'utilisateurs, sachant qu'on a bloqué pratiquement tous les utilisateurs sur l'ancien BW et on a gardé encore quelques-uns sur les données qui restent à migrer. On a réduit considérablement le nombre de requêtes, donc une meilleure visibilité pour le métier avec les données disponibles et puis moins de maintenance. Et c'est pareil, on a aussi simplifié le nombre de multicubes, donc plus simple à maintenir. Et en plus, on a l'application Formule 1 pour le pilotage de la performance commerciale. Next. Donc, les prochaines étapes, donc il nous reste à finaliser notre décommissionnement avec un dernier cube sur la partie évaluation fournisseur. Aussi toute la partie technique de débranchement de l'ancien BW pour qu'on puisse arrêter les serveurs et donc avoir des gains là-dessus. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant le projet. Et donc, on a eu comme une backlog assez conséquente de nouveaux besoins métiers qu'on va traiter sur les prochains mois. On a aussi plusieurs chantiers techniques, puisqu'on a démarré sur une plateforme ANA 1.0 et qui est maintenue jusqu'à la fin de l'année. Donc, on va devoir migrer sur la 2.0 en fin d'année. Et pareil, sur la plateforme Business Object, on doit migrer aussi sur la 4.3 vers la fin de l'année. Donc, les autres sujets de modernisation, comme Christian l'a dit, on a utilisé un petit peu Power BI pour du dashboard, mais avec des limites. Donc, on souhaiterait faire des tests avec SAP Analytics Clouds pour justement aller plus loin dans nos reporting métiers. Et on a aussi d'autres projets sur des données non SAP qu'on voudrait mettre dans Microsoft Azure, suivant les recommandations du groupe. Donc, on a pas mal de nouveaux projets là-dessus pour cette deuxième partie d'année. Et toujours l'outil de performance commerciale, il faut le faire évoluer régulièrement puisque les objectifs évoluent très souvent et la façon de mesurer la performance commerciale, surtout dans le contexte aujourd'hui de la consommation hors domicile qui est très impactée par les effets Covid. Next step, question. Alors, en conclusion, alors, pourquoi on est content d'avoir choisi finalement la solution Greenfield? Comme vous l'avez vu, on était resté sur un BW qui avait très peu évolué depuis plus de 15 ans. Et donc, ça permet de repartir sur une base très, très fiable, en simplifiant et en réduisant le nombre de requêtes, en travaillant avec les métiers pour avoir une meilleure précision des indicateurs, une fiabilité, d'avoir une documentation à jour et d'avoir aussi des outils qui sont maintenant évolutifs et qui vont pouvoir évoluer avec les nouveaux besoins métiers. On sait que maintenant, on a une plateforme solide et on sait la faire évoluer.
Donc, je remercie beaucoup Sensio, Christian et toute l'équipe Sensio pour le travail et la qualité du travail. Et on est très satisfait des résultats, même s'il reste encore un peu de travail. Donc, je pense que là, next. On est sur le dernier slide, donc on a quelques minutes encore pour passer aux questions-réponses. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre. Merci tout le monde pour votre attention. Les questions qui n'ont pas été forcément encore abordées, on répondra et on reviendra vers vous pour échanger dessus. Et en tout cas, on vous remercie pour votre présence, votre attention. On espère que vous avez réussi à piocher des informations intéressantes pour vos projets. Et on espère qu'ils se dérouleront bien aussi. Et n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Et voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à Pierre pour sa participation et à Heineken pour nous avoir fait confiance sur ce projet. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée.